Alors, tout d'abord, bienvenue à tous pour ce webinaire. Merci beaucoup d'être présents. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Lebold, je suis le président de l'Association française de premiers répondants, donc, qui a mis en place l'application pour les arrêts cardiaques. Et pour ce webinaire, nous avons la chance d'être accompagnés par le docteur Jean-Marc Philippe, conseiller médical du directeur général de la santé en charge de GODAE, du docteur Bruno Thomas Labotte, président d'Arlode, l'association pour le recensement et le recensement et la localisation des défibrillateurs, et Marie Loire, en charge de la mise en place de GODAE pour le ministère de la Santé. Donc, rapidement, pour commencer et pour vous présenter l'AFPR, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc nous avons mis une application qui permet de faire intervenir des secouristes de proximité lors d'arrêt cardiaque. Donc, concrètement, comment ça se passe? Nous sommes reliés avec les services de secours, le SAMU et les pompiers. Et dès qu'il y a un arrêt cardiaque à proximité, on va déclencher une alerte. Et si des secouristes sont présents, ils vont pouvoir se rendre sur les lieux de l'arrêt cardiaque, faire les gestes de premier secours, jusqu'à l'arrivée de l'ambulance et du SAMU. Il était naturel dans ce cadre que nous travaillions avec une base nationale, une base de défibrillateurs. Nous avons commencé à travailler avec Arlode, qui ensuite a été GODAE, puisque ça a été important pour nous de pouvoir permettre le recensement des défibrillateurs, sachant que nos premiers répondants sont envoyés chercher des défibrillateurs s'il y en a à proximité, qui sont inscrits. Donc, il y a une synergie en fait entre les acteurs qui sont présents aujourd'hui et que je suis très content d'avoir autour de nous, puisque sans eux, nous n'avons pas de base de défibrillateurs et pour la survie, c'est vraiment très important. Je vais essayer d'être court. Je rappelle simplement, mai 2007, il y a un décret qui autorise les non-médecins à utiliser les défibrillateurs. Donc, c'est un grand pas fait en avant. Et puis, l'année d'après, avec des amis médecins, pharmaciens ou autres, on s'est posé la question, est-ce que les services d'urgence savent où sont les défibrillateurs? La réponse était non. Et c'est là qu'on a créé cette association pour recenser et localiser les défibrillateurs. On a été dès le départ aidé et soutenu financièrement par la Direction générale de la santé et on a commencé à mettre en place cette base de données. On a très vite vu qu'il y avait un handicap, c'est que ça se faisait sur le mode du volontariat et forcément, remplir des données, c'est toujours embêtant, on a d'autres choses à faire. Donc, on a nous toujours dit qu'il fallait absolument que cette déclaration soit obligatoire et c'est ce que permet maintenant la loi défibrillateur qui a été votée en 2018 et qui oblige tous les exploitants, tant pis pour vous, je m'en excuse pour vous, à déclarer les défibrillateurs. Pourquoi est-ce important? Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, mais simplement, il y a plus de 45 000 morts subites par an en France. Le taux de survie est de l'ordre de 7%. Et on sait très clairement à travers les chiffres que l'on a que quand il y a un témoin qui tout de suite alerte les secours, qui commence le massage cardiaque, qu'on lui dit où il y a un défibrillateur et qu'il l'utilise très rapidement, c'est ce qu'on appelle une défibrillation précoce. Et si le choc électrique est délivré, le taux n'est plus de 7%, mais il est de 25 ou 30%. J'ai rien d'autre à dire, mais j'ai posé le problème. Voilà pourquoi, même si c'est un peu embêtant et compagnie, il faut le plus vite possible déclarer les défibrillateurs pour enrichir la base de données GODAE, qui a l'avantage, sera exhaustive et sera aussi mise à jour. Bonsoir à toutes et à tous, messieurs et mesdames les élus. Je suis très heureux d'être parmi vous à l'invitation de Frédéric Lebold. Et je tiens à saluer vraiment l'action qui est menée par cette association, son président et toute l'équipe, qui est exemplaire. Vraiment, honnêtement, on travaille depuis des années avec toute cette équipe. Je pense que le département et l'action qui est menée est tout à fait intéressante en termes de travail remarquable, de dynamisme, d'innovation à travers notamment les projets et GeoCœur, qui est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Donc, je voulais vraiment profiter de cette occasion pour saluer le travail qui est fait. Ce département est exemplaire. Il faut que l'on diffuse un peu cette dynamique partout parce que là, on a, comme le disait le docteur Bruno Thomas Lamotte,
des enjeux qui sont majeurs. Alors moi, je vais partager avec vous quelques éléments qui vont donc vous expliquer un petit peu quelle a été notre démarche. Bruno Thomas Lamotte l'a rappelé, depuis 2007, il faut quand même saluer aussi on va dire, l'implication d'une grande dame du ministère de la Santé, Madame de Pénenster, qui est maintenant décédée et qui a porté cette réforme, qui a permis l'utilisation par des non-médecins du défibrillateur et qui maintenant, je dirais, il faut qu'on continue ce combat pour pouvoir sauver des vies. C'est vraiment notre objectif. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de partir un petit peu. Alors, on va axer cette petite présentation qui va être courte, rassurez-vous, sur les contextes, les enjeux. On parlera un petit peu du cadre réglementaire, de la présentation de la base GODAE qui sera après développée par ma collègue Marie Alloire qui travaille avec moi, avec aussi M. Vamara Fofaman sur cette donc équipe qui s'occupe des défibrillateurs. Et puis, on dira quelques mots de la loi de 2020 sur le statut du citoyen sauveteur. Donc, sur le contexte et les enjeux, comme l'a dit le docteur Bruno Thomas Lamotte, on a environ entre 40 000 et 50 000, on estime à peu près 45 000 décès suite à un arrêt cardiaque chaque année en France. Et malheureusement, souvent, on a des témoins, mais ces témoins n'osent pas agir. Et donc, on voit que là, on a un intérêt à la fois de formation et d'action, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi de trouver très rapidement un défibrillateur parce que, comme l'a dit le docteur Bruno Thomas Lamotte, la défibrillation précoce, elle sauve vraiment des vies. Et le massage cardiaque seul ne permet pas de remettre le cœur dans un état de marche fonctionnel. Donc, c'est les deux qui sont essentiels. Donc, chaque minute compte. On considère que chaque minute passée sans que le cœur ne fonctionne, c'est 10% de vie qui s'en va. Donc, ça passe très, très vite. C'est pour ça qu'il faut que l'on multiplie aussi l'implantation de ces défibrillateurs pour pouvoir les trouver et surtout aussi qu'on forme, bien évidemment, dans le même temps, les acteurs, les citoyens, parce que c'est comme ça qu'on va sauver des vies. Et donc, on estime, et il y a des études qui le montrent clairement, que l'utilisation d'un défibrillateur précoce, cette défibrillation précoce va augmenter de 40% les chances de survie. Donc, c'est considérable. Actuellement, on arrive péniblement à 7%, on est encore sous la barre des 10%. Il y a des pays qui ont mis en œuvre des politiques qui ont permis d'atteindre quasiment les 30% de survie. Il faut que l'on puisse dépasser ces 10%. En tout cas, c'est notre objectif à court terme et ensuite, bien évidemment, monter. Alors là, comme je vous le disais, 7% seulement de taux de survie. Alors, on a mis en place en France un registre national, c'est-à-dire que tous les arrêts cardiaques sont recensés. Ça permet de faire des études, de voir un petit peu comment ça se passe. Et dans la plupart du temps, on fait le constat qu'il n'y a pas eu d'intervention précoce, qu'il n'y a pas eu d'utilisation des défibrillateurs. Et donc, l'objectif pour nous, c'est un vrai enjeu de santé publique, c'est de faire en sorte d'augmenter ce taux de survie. Et notamment, on sait très bien, et moi je l'ai vécu personnellement, moi je suis réanimateur, j'ai fait pas mal de SMUR, de personnes qui ont entièrement récupéré quelques jours, après quelques jours de réanimation, une vie tout à fait normale après avoir fait un arrêt cardiaque parce qu'ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un de leur famille qui était présent, qui a été guidé par les équipes de secours au téléphone, par le SAMU qui les a guidés et qui ont pu bénéficier très rapidement d'une défibrillation et ont pu reprendre une vie normale. Donc, c'est quand même un enjeu majeur. Alors, quelques mots sur le cadre réglementaire, puisque vous savez, dans notre pays, et j'imagine que vous, élus, vous êtes confrontés à cette réglementation, on aime bien tout réglementer. Eh bien, je dirais que la réglementation a du bon, elle impulse aussi quelque part les choses. Et donc, cette loi du 28 juin 2018, et Bruno Thomas Lamotte s'en souvient parce qu'il l'a portée à bout de bras. On a organisé un colloque au ministère pour essayer de pousser parce que, pour la petite histoire, l'Assemblée nationale avait voté le texte, mais le Sénat ne s'en était pas emparé, donc ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu convaincre les sénateurs et finalement, on a réussi à faire voter cette loi conforme des deux côtés, dans les deux chambres, et donc on a pu mettre en place donc ces actions. Alors cette loi, elle porte 3 éléments majeurs. C'est d'abord l'obligation d'équipement des établissements recevant du public. Alors, c'est compliqué, les ERP, vous le savez mieux que moi. Et donc, on a défini un certain nombre de critères à la fois sur les catégories et sur les types de ERP. Le renforcement de la signalétique, ça coule de source.
Hein, quand on cherche un défibrillateur, autant ne pas le trouver facilement. Donc, il faut que ça soit vu et su de tous quand il y a un défibrillateur présent dans un bâtiment. Et puis, c'était aussi ce que disait Bruno Thomas Lamotte, c'est donner de l'information pour savoir où sont les DAE. Et donc, on a créé une base nationale des DAE pour mettre une donnée solide, une donnée robuste, une donnée qualifiée. Ce que faisait l'association et que continue à faire l'association de Bruno Thomas Lamotte, eh bien, c'est de là. Lui donner une dimension nationale pour permettre d'avoir cette base de données et permettre à tous ceux qui la mettent à disposition, à les applications telles qu'ont été développées en Moselle, mais aussi dans d'autres au niveau national, eh bien, c'est de permettre donc de pouvoir savoir où sont les défibrillateurs et même de savoir mieux où sont les secouristes en même temps. Et ça, c'est un progrès majeur que nous donne cette technique, c'est qu'on peut trouver à la fois le secouriste prêt à intervenir et le défibrillateur. Et comme ça, on renforce les chances de sauver des vies. Alors, qui doit s'équiper? Eh bien, depuis le 1er janvier 2020, eh bien, ce sont les établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3, c'est-à-dire pouvant accueillir au minimum 300 personnes, doivent installer un défibrillateur. Alors, la loi dit que c'est le propriétaire de l'ERP, c'est-à-dire globalement celui à qui appartient l'établissement recevant du public. Et depuis le 1er janvier 2021, on a les catégories 4 qui doivent s'équiper d'un défibrillateur. Et puis, on a prévu pour les catégories 5, hein, ce sont des ERP un peu spécifiques avec ce qu'on appelle les types, eh bien, on a déterminé en décret en Conseil d'État un certain nombre de structures pour lesquelles on a estimé qu'il y avait un risque majoré de faire des arrêts cardiaques. Alors, bien évidemment, c'est des structures où on a des personnes fragiles, comme les structures d'accueil pour personnes âgées, les structures d'accueil pour personnes en situation de handicap, tout ce qui est établissement de soins, c'est-à-dire là où on va soigner, puisqu'on a des personnes qui sont malades et donc on a un risque majoré d'arrêt cardiaque. Les gares, hein, statistiquement, on voit très bien que ce sont des lieux à risque d'arrêt cardiaque parce qu'on est stressé, on a peur de louper son train, on porte des valises. Dans les aéroports, c'est pareil, hein, c'est gares et aéroports. Et puis après, on a sélectionné des endroits où on a un risque tout à fait particulier. Alors, les établissements sportifs, malheureusement, on a un nombre de décès liés à la pratique du sport qui est important en France. Alors souvent, c'est lié à des personnes qui vont au-delà de leur capacité physique et qui vont malheureusement faire un arrêt cardiaque. Donc, ce sont des établissements à risque et on a souhaité les équiper. Puis après, on a deux types d'établissements qui sont éloignés des secours, qui sont en général en altitude. Et vous savez qu'en altitude, on a une raréfaction de l'oxygène qui va majorer, on va dire, la mauvaise oxygénation du cœur. Et de ce fait-là, avec l'effort aussi produit pour atteindre, quand on est monté dans un restaurant d'altitude ou dans un refuge de montagne, eh bien, on a un risque majoré. Et puis, comme les secours sont loin, eh bien, on préfère mettre ce qu'il faut pour pouvoir récupérer un arrêt cardiaque le plus vite possible. Alors, où on installe un DAE? Eh bien, l'objectif, c'est de le rendre facilement accessible, c'est-à-dire un endroit qui est visible du public, en permanence, dans la mesure du possible, facile d'accès, pour réduire le délai de prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de l'installer de préférence en extérieur. Alors, c'est vrai qu'on a souvent une réticence parce que malheureusement, il y a des dégradations. Alors, la loi de 2020 l'a vraiment durci, hein, a durci les sanctions, hein, mais malheureusement, on a des actes de vandalisme et ça, je dirais que c'est quelque chose d'important. Alors, il existe des dispositifs un peu de protection qui permettent de les protéger, mais dans la mesure du possible, si on peut le faire à l'extérieur, eh bien c'est mieux parce qu'il est comme ça accessible 24 heures sur 24. Donc, on recommande aussi de l'installer dans une boîte pour le protéger des intempéries, le maintenir aussi dans des conditions recues. C'est du matériel électronique, donc il ne faut pas qu'il soit exposé au gel, il ne faut pas qu'il soit non plus en pleine chaleur permanente. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de le positionner sur un lieu bien connu de tous les personnes de la commune. Pour ça qu'on recommande la mairie, ça peut être la salle des fêtes, un endroit facilement identifiable qui est connu de tous et on sait très bien où est la mairie. Dans une commune, les gens y vont pour les documents administratifs, pour aller voter et en général, on sait où les trouver. Alors, les obligations de l'exploitant, alors c'est quoi un exploitant d'un DAE? Eh bien, c'est celui qui le met à disposition du public. Les exploitants, c'est défini dans le Code de la santé publique, puisque le défibrillateur, c'est ce qu'on appelle un dispositif médical.
Et pour les dispositifs médicaux, il existe une réglementation assez stricte qui est reprise là-dessus. Et donc, l'exploitant, c'est celui qui le met à disposition. Donc, si vous achetez un défibrillateur dans votre commune et que vous le mettez à disposition du public, vous êtes considéré comme un exploitant. Et à ce titre-là, vous avez trois obligations qui sont pas majeures non plus. Ce sont des obligations simples. C'est de mettre une signalétique, on l'a vu, vous avez tous vu cette signalétique de cet éclair qui traverse donc un cœur avec cette couleur verte et qui donc permet de savoir où est le défibrillateur. Alors soit qui indique où aller le chercher avec des flèches latérales ou à l'endroit où il est placé. Et puis, donc c'est de le maintenir. Parce que, comme un dispositif médical, eh bien, il a une péremption. C'est un matériel électronique qui a une batterie. Alors, la batterie, elle tient longtemps. En général, elle tient 1, 2 ans sans aucun problème. Mais il y a des moments, il faut pouvoir les changer. En général, l'appareil est suffisamment pratique pour montrer que la batterie faiblit. En général, ça dépend des modèles, mais il y a un petit clignotant rouge qui… Alors, quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il faut y regarder et pouvoir le faire. Alors, il y a des recommandations de maintenance. Elles sont globalement très simples puisque ce sont des dispositifs autonomes. Il y en a même qui sont connectés maintenant. Il y a certaines municipalités qui ont des défibrillateurs connectés qui leur permettent en permanence de suivre leur flotte, comme je parle à des grandes métropoles qui ont mis en place ces dispositifs. Et puis, la troisième obligation, c'est de le déclarer pour pouvoir le recenser dans la base GeoDAE. Alors, la base GeoDAE, on va en dire quelques mots, c'est quelque chose qu'on a créé. C'est une marque d'État qui permet de pouvoir avoir aussi le fait de pouvoir l'apposer quand vous participez à une action citoyenne, une action d'État. Et donc, à ce titre-là, vous contribuez à une action publique, de santé publique, pour permettre de le faire. Alors, comment répondre aux obligations de signalétique? Alors, il y a tout sur le site internet du ministère de la Santé. C'est les modèles d'affiches. On vous demande aussi d'apposer cette petite étiquette avec ce bandeau rouge pour que si un citoyen passe devant le défibrillateur un jour et que voit que ça clignote rouge ou il y a quelque chose d'anormal, eh bien, il puisse alerter le propriétaire, l'exploitant du DAE. Ça, c'est quand même intéressant parce que si des fois, on n'a pas vu que le défibrillateur, le citoyen peut le signaler à la mairie en disant, voilà, là, je suis passé devant le défibrillateur qui était devant le stade, eh bien, il était rouge. Voilà, est-ce que c'est normal? Et ça permet de vous avertir. Et donc, tout ça, potentiellement, vous pouvez le télécharger sur le site du ministère. Alors, les obligations de maintenance, c'est important parce que si on met à disposition un défibrillateur, c'est pour qu'il marche. C'est-à-dire que si on a un défibrillateur au moment de s'en servir qui ne marche pas, c'est quand même dommage parce que là, on a perdu une chance de sauver une vie. Et c'est pour ça qu'il faut le maintenir. Encore une fois, c'est simple de le faire. Ça peut être tout à fait fait. On appelle ça un cahier de maintenance. C'est-à-dire qu'on note régulièrement, on passe devant le défibrillateur, on regarde si il marche toujours, s'il ne clignote pas rouge, si la durée de péremption des électrodes n'est pas dépassée, et ça permet de le faire. Alors, vous pouvez aussi, bien évidemment, sous-traiter cette maintenance auprès de ce qu'on appelle des sociétés de maintenance. Il y en a des fois qui vendent la maintenance en même temps que l'installation du défibrillateur, et donc ça vous permet d'avoir quelqu'un sur qui compter, comme vous le faites pour les extincteurs. C'est un peu le même principe qui peut être utilisé dans ce cadre-là. Alors, quelques mots sur cette base GeoDAE. Vous voyez le petit logo que l'on a créé, ce logo bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire géolocaliser nos DAE. Eh bien, nos objectifs, c'est de diffuser et de mettre à disposition de tous la localisation des défibrillateurs pour faciliter la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Et notre objectif, et c'est celui qui avait été conduit depuis des années par l'équipe de Bruno Thomas-Lamotte et son association, c'est de détenir une donnée de qualité. Si c'est pour avoir une donnée qui n'est pas fiable, où on a dit qu'il y a un défibrillateur et quand on se présente devant, il n'y a plus de défibrillateur, il faut qu'on ait une donnée fiable parce que là, encore une fois, il y a un enjeu de vie qui est derrière. Et donc, bien évidemment, il y a quelques standards, et Marie Alloire vous en parlera tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on ait une uniformité de la déclaration, il faut qu'on ait au moins des informations utiles pour pouvoir mettre à disposition cette information la plus fiable possible. Et puis, bien évidemment, c'est permettre aux exploitants
d'être en règle avec cette obligation qui est donnée par la loi en termes de déclaration. Et puis aussi, je pense qu'au-delà de la contrainte qui pourrait être perçue, et légitimement, hein, on a beaucoup discuté avec l'association des maires quand on a mis en place cette loi, cette réglementation, pour expliquer un petit peu les enjeux, c'est de valoriser l'action qui est la vôtre, de mettre à disposition et de permettre ainsi de sauver des vies dans votre commune. C'est de pouvoir le valoriser, l'indiquer, parce que c'est une action extrêmement importante. Et le rôle de chacun, c'est de contribuer à ça, c'est d'inciter à se former et de mettre là-dessus. Donc, au-delà de la contrainte, c'est de valoriser l'action citoyenne qui est derrière. Alors, comment fonctionne la base GeoDAE? Eh bien, c'est une base de données, en fait, où on va donner de la donnée. Alors, elle peut être, et la loi, c'est l'un des principes de la loi, c'est à l'exploitant de déclarer son défibrillateur, mais il peut le sous-traiter, il peut donner la possibilité de déléguer au mainteneur la possibilité de déclarer pour le compte de l'exploitant dans la base de données, donc les défibrillateurs, et c'est tout à fait une possibilité qui peut décharger aussi, notamment je pense à des flottes de DAE dans certaines communes qui sont extrêmement importantes. Et puis cette donnée, elle est à la disposition de tous. Elle est en open source, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle peut permettre aux applications citoyennes comme celle que développe l'Association française des premiers répondants, donc des applications citoyennes qui diffusent donc l'emplacement des défibrillateurs et qui mettent en relation les secouristes, et ça c'est extrêmement important, et puis bien évidemment aux services de secours et d'aide médicale urgente, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les SAMU, pour pouvoir là, quand quelqu'un appelle au secours, de pouvoir dire, eh bien, écoutez, vous faites le massage cardiaque, vous criez pour envoyer quelqu'un de chercher le défibrillateur, il est là, il est à quelques rues de là où vous êtes, et vous allez chercher ce défibrillateur. Donc c'est ça vraiment ce qu'on cherche à faire à travers cette base de données dont Marie-Alloire va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, il y a une loi extrêmement importante qui a été portée par un député, lui-même, enfin, je dirais, touché en proximité, puisqu'il a sauvé la vie de son épouse, qui a fait un arrêt cardiaque devant lui, et donc il l'a sauvée, elle a récupéré parfaitement, et je pense que là, il a été extrêmement motivé pour porter cette loi, pour protéger le citoyen. Vous savez que jusque-là, il y avait un principe en France que c'était celui qui ne portait pas assistance qui était répréhensible. Mais on n'avait jamais jusque-là en France valorisé l'acte d'agir, c'est-à-dire l'acte de faire quelque chose. Et comme l'a dit Bruno Thomas Lamotte, de toute façon, on ne peut pas faire plus de mal parce que de toute façon, la personne, si on ne fait rien, elle va mourir. Donc, c'est vraiment ça important. Et c'est que toute personne portant assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent, en réalisant le massage cardiaque, en utilisant le défibrillateur, eh bien, il va être valorisé. Et l'objectif, c'est d'atténuer la responsabilité pénale du citoyen sauveteur, parce qu'on sait très bien, quand on interroge les témoins, c'est pourquoi vous n'avez rien fait. Eh bien, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de faire du mal, j'avais peur qu'on puisse me le reprocher. Et donc là, on a une exonération du citoyen qui s'engage de toute responsabilité civile. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Et puis, c'est aussi, cette loi va inciter à se former, à reconnaître les signes d'alerte de la mort subite, à apprendre les gestes qui sauvent et pouvoir les mettre en œuvre. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que plutôt de constater de ne rien faire, on fait quelque chose. Même si on l'a fait il y a longtemps, c'est des choses qu'on n'oublie pas. On sait très bien, puis on le voit souvent dans des films et tout ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'important puisqu'il y a des études qui ont même montré que des gens qui regardaient notamment toutes les séries médicales type urgence et ce type de choses, avaient favorisé aussi le fait de plus intervenir. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et cette loi bien, dit qu'il faut enseigner pendant tous les âges de la vie. Donc on forme à la sortie de l'école, enfin ce qu'on appelle le premier cycle, c'est-à-dire à la fin de la troisième, on forme normalement toute la génération, on arrive à plus de 80% maintenant de la classe d'âge, et il faut qu'on atteigne 100% pour former le flux des jeunes. Mais aussi, il faut se former à tous les âges dans le cadre du travail, c'est important. Et puis, c'est notamment avant le départ à la retraite. On sait que c'est un âge critique, parce que souvent, à ce moment-là, on va être entouré de personnes qui peuvent faire cet arrêt cardiaque. Et puis, on a vu que les sportifs étaient vraiment
très à risque. Hein. On voit, souvenez-vous de quelques épisodes célèbres de sportifs sur des terrains de football qui s'effondrent brutalement. Et on voit qu'il y a eu quand même une évolution, puisque entre les premiers, maintenant, on voit que tout de suite, on intervient et on fait quelque chose. Donc, c'est former les arbitres, former les juges de touche, enfin tous ceux qui peuvent donc intervenir à un moment donné, et c'est extrêmement important. Donc, merci en tout cas de votre écoute. Ravi de partager ce moment avec vous parce que c'est important. Quand j'étais dans le département du Cantal, parce que j'y suis resté pendant 20 ans, on faisait aussi ce type de choses. Alors à l'époque, on n'avait pas des webinaires, c'était plus de la réunion publique, on s'est modernisé depuis, mais c'était toujours des échanges extrêmement importants avec tous ceux qui contribuent à ça, notamment les clubs Cœur et Santé, les associations qui promeuvent ce type de choses. Donc c'est toujours important de pouvoir échanger avec les élus parce que je dirais que vous êtes au cœur de ce dispositif et de pouvoir aussi vous écouter, vous entendre sur les difficultés que vous pouvez rencontrer à travers tout ça. Donc encore un grand merci pour votre écoute. Bonjour à tous. Donc là, on va vous proposer vraiment une petite session de démonstration sur comment déclarer et donc diffuser son CDE dans la base GeoDAE. Donc, dans un premier temps, la déclaration, elle se passe en 2 temps. Donc, premièrement, il faudra créer un compte sur le portail geode.atlassanté.fr. Donc, il faudra cliquer sur « S'inscrire ». Des informations vous seront demandées. Donc, on va vraiment faire une simulation de déclaration. Donc, ce sera, là, je mets par exemple Marie, propriétaire DAE. Donc, vous, en tant que mairie, on vous conseille de vraiment indiquer un nom et un prénom et pas forcément le nom de la commune, par exemple, mairie et ensuite prénom Paris, puisque nous avons une équipe qui, tous les matins, valide les comptes et on demande vraiment un nom et un prénom. Ensuite, en revanche, concernant l'email, on demande, vous avez la possibilité de mettre votre email, c'est une donnée obligatoire, mais on vous conseille également de mettre une adresse générique. Donc là, je vais inscrire une adresse mail. Donc là, en l'occurrence, ce type de structure, donc je vais mettre une administration. Le code, donc on vous demandera le numéro sirène de la mairie. Donc je vais prendre un exemple, donc 130 008 014. Donc là, automatiquement, vous n'aurez qu'à inscrire votre numéro sirène, la raison sociale va se charger. Donc là, j'ai pris l'agence régionale d'Île-de-France. Donc, le profil. Comme le docteur Philippe l'a précisé, donc vous avez la possibilité de déléguer la déclaration auprès de votre société de maintenance. Mais si vous créez votre compte, il faudra, même si vous déléguez ou si vous ne déléguez pas, ce sera toujours exploitant. C'est-à-dire, si vous réalisez la maintenance, vous serez toujours exploitant puisque vous mettez à disposition du public votre défibrillateur. Donc, exploitant. Ensuite, le numéro de téléphone. Donc, vous avez des infobulles qui vous sont proposées. Donc là, on va rajouter dans une prochaine version de ce portail davantage d'infobulles vraiment pour vous accompagner et faciliter la déclaration. Mais la principale des infobulles sur cette page, c'est sur le numéro de téléphone. Donc, vous devrez inscrire l'indicatif du numéro de téléphone de la mairie. Donc là, je vais mettre hop. Ensuite, donc une fois que vous avez complété toutes vos informations, vous validez. Donc, votre demande de compte a été transmise aux administrateurs. Donc, vous recevrez un mail qui informe de la bonne réception de la demande de votre compte. Et notre équipe, elle valide tous les matins le compte. Et une fois que votre compte est validé, vous recevrez un nouveau mail qui vous indiquera que vous devrez créer un mot de passe. Une fois ce mot de passe créé, vous pourrez arriver sur votre tableau de bord sur le portail GeoDAE. Donc, le tableau de bord, c'est le suivant. Donc là, normalement, vous arrivez avec 0 DAE validé, mais comme on a fait plusieurs tests, on a 10 DAE validés, mais normalement, votre tableau de bord, c'est le suivant. Donc, vous avez une cartographie où vous pourrez retrouver tous les défibrillateurs.
que vous avez déclaré et le tableau de bord qui vous indique si votre DE est validé, ou vous aurez également des informations s'il y en a un qui a été mis en doute ou hors service. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une démonstration de l'ajout d'un défibrillateur dans le formulaire, si c'est un seul défibrillateur, et ensuite, dans un deuxième temps, l'import de plusieurs défibrillateurs via le dépôt de fichiers. Donc, dans un premier temps, l'ajout d'un DAE, donc vous n'aurez qu'à cliquer sur « Ajouter un DAE », vous arriverez sur cette page. Donc, on vous enverra toute la documentation, vous l'avez même à disposition sur le portail. Donc, le modèle de données, il est divisé en 4 types d'informations. Donc, ce sont premièrement les informations d'identification et de localisation. Ensuite, il y a les informations sur les modalités d'accès de votre DAE. La troisième famille correspond aux caractéristiques techniques du DAE et enfin sur l'exploitant, donc le propriétaire du DAE qui met à disposition son DAE. Donc, on va faire un petit test rapide sur la déclaration. On pourrait indiquer le nom du DAE. On va faire un test sur le DAE qui est l'ARS Grand Est. ARS Grand Est. Le numéro de série de votre DAE, donc là, vous le trouverez donc, sur le défibrillateur. Donc, numéro 003. Ensuite, donc, vous passerez à l'étape de localisation de votre défibrillateur. Donc là, pour l'ARS Grand Est. Donc, on va mettre 3 boulevard Joffre, Nancy. Une fois que dans la barre de recherche, vous aurez inscrit l'adresse de localisation de votre défibrillateur, là, vous aurez à chaque fois une liste déroulante des adresses qui correspondent. Vous n'aurez qu'à la sélectionner. Donc là, on avait Nancy. Et la cartographie va retrouver les coordonnées GPS de la localisation de votre défibrillateur. Donc là, c'est-à-dire les coordonnées GPS, donc latitude et longitude. Donc vous pourrez même voir si, par exemple, sur la cartographie, si votre DAE n'est pas situé à cet endroit-là, mais qu'il est situé davantage sur le coin de la rue, vous pouvez prendre votre petit crayon et vous le relocaliser à cet endroit-là pour vraiment fiabiliser au maximum la donnée sur votre défibrillateur. Et ensuite, à chaque fois, les latitudes et longitudes et le numéro de voie, enfin les coordonnées postales vont s'actualiser. Ensuite, donc, concernant l'état, donc là, ce sont des données qui ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est toujours intéressant. Donc là, l'état, il est actif, la donnée, elle est active. Le statut, vous confirmez que la déclaration de votre DAE, elle sera validée. Donc là, sur la partie identification et localisation, on a complété toutes les données. Alors, pour une petite précision sur la partie identifiant, donc c'est une donnée qui n'est pas complétée, c'est une donnée qui sera automatiquement alimentée dès lors que vous aurez validé votre DAE. C'est le numéro, en fait, ce sera le numéro d'identifiant de votre DAE. Donc ensuite, concernant l'environnement d'accès, donc votre DAE, il peut être en intérieur et en extérieur. Donc ces informations, elles sont vraiment très importantes puisque lorsque la donnée sera mise à disposition des citoyens et des SAMU, ça va permettre de réduire le temps de prise en charge, enfin réduire le temps pour retrouver le défibrillateur. Donc là, vous pouvez mettre que le défibrillateur est à l'intérieur, qu'il est par exemple au premier étage. Est-ce qu'il est en accès libre? S'il est en accès libre, c'est-à-dire que votre établissement, il est ouvert 24 heures sur 24. Donc, vous aurez toujours des infobulles qui vont préciser, qui vont donner des exemples sur ces champs d'information. Donc là, on va mettre que oui, il est en accès libre. Est-ce qu'il y a un accueil du public? Donc oui. Est-ce qu'il y a un poste de sécurité? Il y a également un poste de sécurité. Vous avez également la possibilité d'ajouter 2 photos. Donc, ce qu'on privilégie, ce qu'on recommande, c'est premièrement une photo où on voit le DAE dans son environnement et une autre où vous voyez soit un peu plus rapproché, soit plus éloigné, vraiment pour pouvoir identifier où se trouve le défibrillateur. Donc ensuite, sur la partie disponibilité de l'appareil, si les DAE sont non disponibles 7 jours sur 7. Donc
Là, en l'occurrence, c'est l'ARS, donc on va mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, aux heures ouvrables. Donc là, c'est par rapport, si ce n'est pas 24 sur 24. Le numéro de contact, donc là, ça va être, il faut différencier, c'est important de différencier le numéro de contact entre le numéro de l'exploitant et par exemple le numéro de contact si c'est le numéro du poste de sécurité ou encore l'accueil de l'ARS ou bien là en l'occurrence de votre mairie. Donc, un numéro est obligatoire, le premier est obligatoire. Je vais mettre 47. Et enfin, donc vous avez également la possibilité de mettre adresse email de contact du site. Donc là, vous pouvez mettre l'adresse de l'accueil de la mairie. Et enfin, des compléments d'information. Donc là, c'est vraiment très important pour vraiment préciser. Donc là, en l'occurrence, le DAE, il est à l'intérieur. Il est au premier étage. Donc, on peut indiquer à côté de l'ascenseur. Il n'y a pas de limite en termes de champ. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de préciser au maximum les modalités d'accès. Donc ensuite, on va passer sur la partie caractéristiques techniques. Donc là, il faut indiquer la date d'installation du DAE. Donc on va mettre le 1er janvier 2022. Donc votre DAE, il est en fonctionnement. Donc la date de dernière maintenance, donc là, comme on considère que l'installation a été réalisée le 1er janvier 2022, on va sélectionner la même date. Donc, le numéro de sirène du fabricant, donc là, c'est un champ d'information qui n'est pas obligatoire. En revanche, la raison sociale, elle est obligatoire. Donc là, je vais mettre un exemple, fabricant DAE. Le nom du modèle, donc DAE. Ces informations, vous les retrouverez sur votre défibrillateur ou dans les notices. Donc, la date de péremption des électrodes adultes. Donc là, on peut changer d'année. Vous avez la possibilité de changer d'année. On va mettre le 1er janvier 2026. Hop. 1er janvier 2026. Donc ensuite, si votre défibrillateur dispose de dispositifs pédiatriques, donc ce ne sont pas uniquement les électrodes, mais ça peut également être un bouton qui va réduire l'intensité ou alors une clé qui va passer le défibrillateur en mode pédiatrique. Donc vous avez ces trois possibilités, donc là, oui ou non. Donc là, on va mettre oui. La date de péremption, on va mettre la même, 2026. Alors, ensuite, donc, concernant le numéro de sirène du mainteneur, donc, si vous déléguez la prestation de maintenance auprès d'une société de maintenance, donc, il faut indiquer, après ces données-là ne sont pas obligatoires, celles qui sont obligatoires sont toujours précisées signalées par un astérisque rouge. Mais si donc vous souhaitez vraiment préciser, apporter toutes les informations, si vous déléguez auprès de votre société de maintenance, il faut indiquer le numéro sirène du mainteneur. Et la raison sociale se calculera automatiquement. Et si vous ne déléguez pas et que vous réalisez vous-même votre déclaration, alors c'est vous-même qui êtes mainteneur de ce défibrillateur. Donc là, on va indiquer, donc c'est le compte de l'ARS Grand Est, hop, 78 34. Donc voilà, dès que vous indiquez votre numéro sirène, la raison sociale va également se calculer automatiquement. Donc ensuite, en termes de fréquence, si vous réalisez la fréquence une fois par an, il faut l'indiquer. Si vous avez, et la dernière information sur les dispositifs de surveillance à distance, donc si vous avez ce dispositif, oui ou non. Donc là, ce champ n'est pas forcément obligatoire. Est-ce qu'on peut intervenir en cours ? Alors, je suis juste en train de terminer la partie déclaration, mais si vous voulez, il y aura un temps d'échange, donc comme le précisait M. Lebol, il y aura un temps d'échange à la fin. Alors, donc, sur la dernière partie, donc l'exploitant, donc c'est vraiment comme ce qui est précisé, c'est le propriétaire ou locataire du DAE qui met à disposition auprès du public. Donc là, on va mettre, c'est le compte exploitant, donc c'est le compte 130 00 78 34.
puisque c'est l'ARS Grand Est. Donc, les informations sont calculées automatiquement. Et enfin, plus 33 6 23 01. Là, c'est un numéro de téléphone que vous mettez votre numéro de téléphone. Donc là, c'est le numéro de téléphone du propriétaire du DAE. Et enfin, une adresse mail. Donc, généralement, ce qui est recommandé, c'est de mettre l'adresse mail du compte santé.gouv.fr. Donc, voilà. Donc là, toute la déclaration a été réalisée. Donc, à la fin, vous aurez toutes les informations. Vous pourrez reprendre toutes vos informations sur la déclaration pour vérifier. Si vous souhaitez modifier, apporter des précisions, vous pouvez cliquer sur « Modifier » et vous reviendrez sur la famille d'informations qui correspond à celle que vous souhaitiez modifier. Une fois que c'est modifié, une fois que c'est tout bon de votre côté, hop, vous n'avez plus qu'à terminer. La validation, elle sera prise en compte et voilà, vous avez un DAE supplémentaire qui a été validé et sur la carto, elle apparaît. Enfin, ce DAE apparaît. Et donc, juste pour terminer, pour ensuite permettre le temps d'échange, donc ce qu'on propose aussi, c'est que si vous avez, là c'était vraiment une déclaration unitaire, donc on a bien conscience que si vous avez ne serait-ce que 5, voire 10, voire 20 DAE sur la commune, ça peut prendre un peu de temps pour déclarer. Donc, ce qu'on propose, c'est que vous importiez, vous complétiez dans un fichier Excel et que vous importiez votre fichier directement avec vos 5, 10, 20 DAE qui seront importés en une seule fois. Donc, sur cette fenêtre, vous avez donc les fichiers Excel qui vous permettent les fichiers gabarits qui vont vous permettre de réaliser votre déclaration sur le portail. Donc, une fois que vous l'aurez complété, vous n'aurez qu'à choisir le document. Votre fichier. Donc, une fois que vous l'avez chargé, il faut vérifier la qualité, enfin, si votre DAE, si le fichier respecte bien un certain format de données. Donc là, en l'occurrence, il respecte bien. Donc, si ça ne respecte pas, vous aurez un fichier qui sera indiqué fichier invalide et vous aurez toutes les précisions sur cette page qui va vous dire quelles sont les informations qui manquent ou alors quel est le format de données qui n'est pas correct pour qu'ensuite vous puissiez importer vos données, respecter le gabarit et ensuite importer vos données correctement. Hop. Donc, une fois que c'est validé, vous cliquez sur « Importer les données ». Et les éléments ont été importés. Donc, vous retournez sur le tableau de bord. Et normalement, juste le temps que ça charge. Voilà. Donc là, il y avait 2 nouveaux DAE qui ont été importés. Donc voilà, c'était la présentation qui était un petit peu rapide sur les 2 moyens, les 2 possibilités de déclarer. Vous avez également une 3e possibilité, c'est si vous avez des logiciels qui vous permettent de vous interfacer avec la base GeoDAE. On vous propose de la documentation d'interface pour vous permettre de déclarer directement depuis vos outils et que cette déclaration arrive sur la base GeoDAE. Et enfin, un dernier point, c'est qu'on va proposer des sessions de formation vraiment où là, on détaillera vraiment la déclaration davantage et la déclaration unitaire et la déclaration, le remplissage d'un fichier gabarit pour vraiment montrer ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne pour que vous ayez le maximum d'informations sur la déclaration. On recommande donc la société de maintenance, donc c'est une partie sur laquelle on ne s'est pas attardé puisque ça aurait pris du temps. Donc la société de maintenance, elle va créer un compte et après, elle va déclarer pour votre compte. Mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est également d'avoir votre propre compte au nom de en tant qu'exploitant. Et lorsque la société de maintenance aura déclaré votre DAE, comme elle va déclarer à partir de votre numéro sirène, il faut que les numéros sirènes soient exacts.
vous aurez la visibilité sur le DAE qui est effectivement déclaré. Et donc, vous aurez toute la visibilité sur le DAE s'il est déclaré. Sur la cartographie également, dans la partie, vous aurez la liste des DAE qui seront déclarés avec toutes les informations que vous aurez précisées. Donc, c'est un doublon, en fait. C'est pas un doublon parce que c'est un seul et même DAE, mais dont la visibilité est permise par le numéro sirène. C'est-à-dire que le mainteneur, il va déclarer votre DAE depuis son compte mainteneur et il va indiquer que vous êtes l'exploitant. Et à partir de cette information, c'est-à-dire le numéro sirène, vous aurez la même visibilité que votre mainteneur. Puisqu'en l'occurrence, l'obligation réglementaire, elle est pour les exploitants. C'est-à-dire, vous allez déléguer auprès de votre société de maintenance. La société de maintenance, elle va déclarer pour votre compte. C'est-à-dire et donc, vous aurez la possibilité, en créant votre compte, de voir tous les DAE que vous avez délégués en termes de déclaration auprès de votre société de maintenance. Vous pourrez les voir sur la carto. C'est un seul et même DAE, mais il y a plusieurs comptes qui auront la même visibilité sur ce DAE. Alors, la base de données, elle a deux diffusions. Il y a une base de données privée où les informations, par exemple, sur l'exploitant, elles sont privées, et la base de données publique où là, les informations sur la localisation, les modalités d'accès sont publiques. Et donc là, comme ce qui a été présenté par le docteur Philippe, elles seront diffusées auprès des applications citoyennes qui s'interfacent avec la base GeoDAE et auprès des services d'urgence. Il n'y a pas de quota par habitant, c'est ciblé sur les ERP parce que les ERP sont des lieux où on a une population qui va y séjourner à un moment donné. Alors, très clairement, on se pose, nous, la question, et elle est statistique, c'est que quand on regarde les statistiques, plus de 75% des arrêts cardiaques surviennent au domicile. Alors, hormis les circonstances dont on a parlé, le sport, les gares, les machins. Donc, très clairement, se pose la question en termes de santé publique de faire une incitation à l'installation sur des immeubles collectifs. Ça peut être des copropriétés, ça peut être au niveau de bailleurs sociaux. Donc là, on commence un petit peu à prendre contact avec des syndics. Et d'ailleurs, certains syndics ont lancé une politique aussi d'installation sur ces lieux privés, donc du type copropriété, parce que très clairement, il y a un intérêt de santé publique en termes de fréquence de l'arrêt cardiaque. Donc, pas de quota. Les ERP, c'est en fonction du nombre, parce que statistiquement, une présence importante de personnes, on a plus de risques de faire un arrêt cardiaque, mais il y a une cible extrêmement importante, c'est celle de la mort à domicile, qui est quand même très fréquente. Oui, vous avez donc à l'adresse mail contact@geodae, je vais l'indiquer sur le chat, contact@geodae.santé.gouv. C'est une équipe donc c'est la cellule donnée qui gère toute la relation. Vous indiquez votre prénom, adresse mail, et elle retrouvera le numéro de compte s'il y a eu un compte. Et elle vous renverra les identifiants. Et là, vous devrez sûrement, probablement, si c'était il y a un petit moment, refaire un mot de passe. Alors, les DAE mobiles, c'est-à-dire vraiment, il y a deux types de mobilité. Par exemple, on a les DAE mobiles, donc, comme vous le dites, dans un véhicule, et les DAE qui sont déplacés d'un endroit à un autre sur une même année. Par exemple, une école et une piscine. Donc là, il faut bien distinguer les deux. Donc, les DAE mobiles, ceux-là ne sont pas concernés par l'obligation, puisque là, vous ne pourrez pas déclarer, puisqu'ils ne sont pas mis à disposition réellement là, du public, parce que là, ce serait limite risqué de déclarer un défibrillateur qui, au final, n'est pas installé à l'endroit déclaré. En revanche, si vous avez un DAE qui est installé à une partie de l'année dans une école et que l'été, il est installé dans une piscine, vous pouvez le déclarer, vous aurez juste à modifier la localisation du DAE. Il faudrait, par exemple, dans la partie complément d'information, le préciser. Après, si vous avez vraiment des cas particuliers,
vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail et on vous apportera toutes les précisions par mail.